Les news sont tombées, la banlist est tombée, bref, il y a plein de petits trucs à voir à ce niveau-là. Donc les news vont être assez compactes, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc c'est pas non plus une mauvaise chose au final. On va pouvoir parler de plein de choses. Je vais souffrir au montage, mais ça va bien se passer. Et on va commencer du coup avec la petite news un petit peu de chez nous, un petit peu franchouillarde et tout ça. C'est évidemment le YCS de Lille qui aura lieu le, j'ai oublié, 27 et 29 septembre. Franchement, félicitations à cette news pour me l'annoncer, parce que j'avais oublié. Je suis une grosse merde. Voilà, donc on a le petit Prize Wall Mat qui sera là, donc on va quand même avoir 3 tapis exclusifs lors du YCS de Lille. Celle-là, c'est la Prize Wall Mat, donc je sais pas trop, je crois que c'est celle que tu peux gagner peut-être avec les points des side events, justement. Qui est effectivement l'artwork alternatif de Raigeki. Je rappelle que je serai là-bas et qu'il y aura du coup des petits cadeaux à gagner, notamment des deckbox, des sleeves et aussi des tapis lorsque vous me croiserez. Donc n'hésitez pas à vous croiser si vous êtes au YCS de Lille. Tout ça, ce sera gagné. Tout ça, c'est pour vous. On remercie bien sûr Parkage pour tout ça. Et voilà, je vous ferai gagner tout ça sur place, je pense certainement le premier jour et le dernier, parce que ça m'étonnerait que je fasse top cut, hein. Mais en tout cas, voilà, donc il y aura des petits cadeaux à gagner à ce niveau-là, et peut-être même des boosters, enfin bref, il y a peut-être plein de petits trucs à gagner. Donc n'hésitez pas à m'arrêter si jamais ça vous intéresse le jour J, bien sûr. Voilà, ça c'était les petites infos de Lille, et puis moi derrière je fais la petite promo, c'était normal, il fallait donner l'info. Et puis bon... il y a des choses à voir. Il y a des choses à voir, bien sûr, parce que ça a été l'événement du mois d'août, la banlist. Nous sommes enfin en septembre, donc on a enfin quitté cet arc de mort. Insupportable, on n'en pouvait plus. Alors, on va quand même rappeler le petit narratif, hein. Konami nous avait annoncé, il y a de ça, il me semble, quelques mois, peut-être pas plusieurs mois, peut-être c'était 2 mois, je sais plus exactement c'était quand. Il nous avait annoncé, du coup, il nous avait communiqué le fait que la banlist aura lieu, en tout cas nous sera annoncé en fin août. Et visiblement, on n'a pas tous la même définition du mot fin août, parce que les gens commencent à s'énerver très rapidement, milieu de mois. Alors, je vais vous donner mon point de vue personnel avant qu'on raconte la suite de l'histoire. Pour moi, très sincèrement, comment je compte la fin d'un mois? Ok, donc un mois est composé de 4 semaines. Semaine 1, on est au début du mois. Semaine 2 et 3, on est au milieu du mois. Semaine 4, on est à la fin du mois. Voilà, moi je fonctionne comme ça. Après, je sais pas, je crois que les autres, ils comptent peut-être en 10, 20, 30, je sais pas trop. Premier degré, j'ai pas attendu que Konami fonctionne au niveau de sa banlist de cette manière pour avoir cette espèce de calcul, mais dans ma tête, effectivement, la banlist, elle allait tomber en fin de mois d'août, et donc, même je vous l'avais dit, moi j'avais annoncé la date il y a quelques semaines, je vous avais dit, ouais, ça tombera le jeudi 29. Voilà, certains s'en souviendront, c'était quelque chose que j'avais annoncé. Ça tombera le jeudi 29, et j'avais dit spécifiquement le 29 parce que ça allait me casser les couilles, parce que l'émission c'est le 28, et du coup ça tombe le 29, et du coup après je peux pas faire l'émission, il faut la décaler aujourd'hui. Bref, ça c'est un autre problème. Visiblement ils se sont dit non, on attend encore un petit peu plus. Bref, un classique. Le joueur de Yugi compétitif compte avec son compte en banque, donc semaine 2 est égale fin du mois. Ah, tout est plus clair du coup. Mais bon, c'est vrai que dès le 14-15 du mois, les gens commençaient déjà à s'impatienter, et je vous avoue, à ce niveau-là, je trouve que c'est nul. Ça n'a pas de sens, et de toute façon les torts sont des deux côtés, attention, hein. Là je vais taper un peu sur les joueurs, après on va taper sur Konami, vous inquiétez pas. Et donc du coup c'est vrai que les réactions je les ai trouvées vraiment nazes, parce qu'en fait t'es en mode bah les gars juste soyez patients, enfin ça n'a juste pas de sens. Ok, ils ont pas donné la date, mais bah, ça sert à rien d'être là en attente tous les jours, un jour on attend, bon elle tombe ou elle tombe pas, on attendra le moment où il faut, ça change rien. Ça c'était mon avis jusqu'au 17. Je vous explique pourquoi. Parce que le 17, on a eu effectivement le YCS de Sacramento, qui était le dernier YCS du format, et qui a été effectivement le dernier YCS du format. Et à ce moment-là, très précisément, ils ont, dans le blog officiel, partagé un petit message qui d'ailleurs a été modifié, mais j'ai un petit screen ici. Et donc vous pouvez voir sur cette petite zone-là, donc comme ils disent, voilà, le championnat du monde arrive d'ici quelques semaines, 915 duellistes. Bon, l'événement a peut-être un petit peu flop parce qu'effectivement, bah, les gens attendaient la suite du format, nouvelle banlist, etc. Donc, on sait que c'est pas un YCS qui a très bien marché. Et surtout, donc la dernière phrase que je vous ai surlignée, la prochaine banlist
a été annoncé pour fin août, et du coup, ça va donc signifier que cet événement est le dernier événement du format actuel. Sauf que cette information est fausse, vu que ce n'a pas été le dernier événement de ce format. Vu qu'on a eu à côté des régionaux, on a eu plein de régionaux. Et alors, dans ma définition de ce qu'est un événement, il me semble, hein, peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'un régional est un événement. Ce qui veut dire que, à partir de là, tu balances un mensonge en public sans aucun problème. Et pour moi, c'est un vrai souci d'annoncer que c'est le dernier événement avant la banlist, alors qu'il y a d'autres événements derrière. Pourquoi? Parce que des gens sont peut-être en hésitation pour faire certains événements qui ont eu lieu après, et se dire, bah ok, est-ce que j'y vais pas, quand est-ce que la... Enfin, en fait, on est toujours dans un moment de gros doutes et de grand flou, lorsqu'on sait pas trop où est-ce que va aller la banlist, lorsqu'elle va tomber exactement, et c'est pour ça souvent que les gens demandent une date précise. C'est vrai qu'à partir du moment où on nous dit banlist à ce moment-là, et cet événement est le dernier avant la banlist, forcément c'est à ce moment-là précis où je pense que les gens ont vraiment commencé à s'impatienter, et ils se sont dit putain, vous avez dit que c'était le dernier événement, au final c'est pas le cas, et on commence à se rapprocher de la fin du mois, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et là-dessus je peux comprendre la colère des joueurs, parce que de base, bah, moi je suis désolé, mais là-dessus les joueurs ont totalement raison. Après, sur les types de réactions, bon, à chaque fois Konami faisait un petit post sur les réseaux sociaux, on a commencé à avoir les banlist, tais-toi banlist, ferme ta gueule banlist, où est la banlist? Ah, ce serait bien que ce soit la banlist, mais c'est pas le cas, donc on s'en fout, vous connaissez l'idée, etc. Moi à ce niveau-là, bon, bah y a pas grand-chose à dire, à partir du moment où... Enfin... Avant cette annonce-là, moi j'étais plutôt du côté de Konami en mode c'est bon, soyez patient 2 minutes. Par contre, une fois que tu dis ça, on va dire qu'une fois qu'un nouvel événement a lieu, là, faut peut-être commencer à se réveiller parce que le mensonge n'est plus permis. Bref. Et au final, ce qui se passe, c'est que bah, on n'a toujours pas trop d'infos jusqu'au moment assez fou. Jusqu'au moment assez fou où les gens commencent à se mettre à... Bon, je sais pas trop comment ça a commencé, je vais être honnête, mais ça a commencé à poster des photos de cheval qui vomit sous tous les commentaires de tous les tweets, de littéralement tous les tweets de Konami. Et bon, ambiance un peu folle, ambiance un peu dingue, on va pas se mentir. Ce cheval s'est carrément transformé en tout cheval que vous pouvez connaître de Yu-Gi-Oh! En général. Voilà, vous prenez n'importe quelle carte, si c'était un cheval, il était aussi publié. On a eu évidemment Sleipnir, aussi qui a été mis, on a eu le Concomber Horse, on a eu vraiment... Vous prenez tous les chevaux emblématiques de Yu-Gi-Oh! Ils ont tous été là, il y a même eu un Flamberge qui vomit. Vraiment, il y a eu de tout. Le cheval Memento, effectivement, lui était vraiment réussi. Il y a eu Licorne, bien sûr, enfin... Franchement, on a eu un Pokédex entier de cheval qui vomit. C'est fantastique, et évidemment je vais pas afficher les images parce que bah, peut-être certains sont en train de manger, donc je pense à vous les refs. Faut mentir que c'est pas les images les plus folles de l'histoire de l'humanité, donc franchement tranquille. Je pense qu'on peut vivre sans ça, au moins vous avez l'info, c'est super, donc bon appétit. Et c'est vrai que bon, je vais pas vous mentir que autant c'est à la fois drôle et en même temps, bon, c'est un peu des gamineries, on va être totalement honnête. Mais c'est vrai qu'à ce stade-là, j'ai juste l'impression que c'était juste une manière pour les joueurs, ou ceux qui se plaignent un peu trop, de se dire, bah elle est où la banlist, on n'en peut plus, bref, on a compris l'idée. Et la folie, c'est qu'à côté, il y avait un événement sur Master Duel, dont je vous ai pas du tout parlé sur les dernières news, parce que franchement, on s'en bat les couilles. C'était un mec avec un casque, événement nocturne, je sais pas quoi, ça se tape... Au final, c'est une vieille resta des One Direction qui portait le masque. Franchement, on s'en bat les couilles. Par contre, là, on s'en bat un peu moins les reins. Ça fait un événement spécial vis-à-vis de ça. Donc, il y avait la finale de cet événement ou je sais pas trop quoi. C'est sur Master Duel, j'avoue. Moi, je m'en foutais un peu. Hein, je profitais de mes meilleures vacances, bien sûr. Et littéralement, on a eu l'information à ce moment-là de la date... de la banlist, le 31 août, qui est effectivement fin août, il est vrai, franchement une embrouille de fou, et du coup d'après les retours qu'on m'a dit, c'est parce qu'en fait dès le début du live, ça n'a pas arrêté de spammer
Ça a pas arrêté de spammer en fait, banlist, banlist, banlist et cheval qui vomit s'y paraît aussi sur le chat. Et donc du coup, ils ont balancé dans les réseaux et même dans le live eux-mêmes l'information comme quoi la banlist du TCG serait donnée le 31 août dans un événement Master Duel. Enfin, les gars, c'était pas compliqué de juste annoncer la date dès le début si vraiment, au final, c'est pour en arriver là. Ça n'a pas de sens, sachant que ce truc-là, c'est tombé le 29, si je dis pas de bêtises. Donc vraiment, c'est juste lunaire. J'arrive pas à comprendre comment une entreprise qui s'appelle Konami, qui brasse des millions avec ce jeu, et sont juste pas capables de nous donner une date correctement. Alors, voilà, hein, on sait pourquoi ils ont arrêté de donner des dates suite à certains événements du passé, machin. Ok, on comprend. Et en vrai, j'avoue que ce genre de truc-là, ça donne peut-être pas envie, mais c'est vrai que... putain, on souffle. Et c'est vrai que bon, c'était un événement assez bizarre. Et franchement, je pense qu'on ne demande pas grand-chose, on demande juste un petit peu plus de communication. Et franchement, le fait qu'il nous ait dit late August, c'était pas mauvais. Et moi, je vous le dis très sincèrement, s'ils avaient pas fait la bourde de nous dire que le YCS de Sacramento, c'était le dernier événement Yu-Gi-Oh! Qui nous donnait l'information autour de la banlist, franchement, je me serais dit, mais les joueurs, ils abusent. Parce qu'en vrai, juste attends la dernière semaine de août et après, c'est bon, on arrête. Genre, ça suffit d'être un peu fou comme ça, tu vois. Mais c'est vrai que cette information-là a fait que des gens, bah, ils savaient plus trop sous quel pied danser, ça tombait pas, ça tombait, il y a des événements au milieu, tu sais pas où tu vas en local, tu peux même pas forcément jouer en local parce que, bah, t'es là, t'attends la banlist aussi. Bref, c'est un enfer, tu vois, franchement, c'est terrible. Et je pense que, là, il y a vraiment eu la preuve que donner une date approximative comme ça marche pas. Donc soit tu donnes une date qui est exacte, et dans ce cas-là, les joueurs sont contents, et même s'ils sont pas contents, bah nique, la date elle est donnée, t'attends et puis c'est tout. Soit juste, tu donnes pas la date comme avant, et moi je pense que c'est même mieux, parce que franchement, pour en arriver là, en fait c'est fatigant, parce que ça met, franchement, je vous le dis, c'était juste chiant, parce qu'en fait t'as juste un cercle constant de négativité autour d'un événement, où au final ça va tomber de toute façon, donc vas-y c'est bon. Ouais, donc bref, bon, tout ça pour dire que je pense qu'il y a vraiment une vraie impatience, enfin il y a une vraie incivilité de la part des joueurs, et des non-joueurs aussi, hein, parce qu'on va être très honnête, la plupart des gens qui se plaignent de ce genre de trucs, c'est aussi des gens qui jouent pas vraiment au jeu, pas beaucoup en tout cas. Les formes sur lesquelles les gens se sont énervés n'étaient peut-être pas les bonnes, parce que bon, autant le cheval qui vomit, bon, voilà, pas fou, c'est très cringe, mais ok, t'inquiète. Autant les menaces de mort, c'était peut-être pas nécessaire. Franchement là, les gens sont sur les nerfs pour rire du tout, ça reste un jeu, arrêtez, vraiment c'est débile. Et si vous avez participé à ça, en vrai, je vous félicite pas non plus, parce que c'est pas... Enfin, surtout s'il y avait des menaces, autant le cheval, bon... c'est juste débile, mais ok. Et en fait, moi, à partir du moment où tu me dis qu'effectivement, le YCS de Sacramento est le dernier événement avec du format actuel, et que ce n'était pas le cas, il y a mensonge de la part de Konami. Et au bout d'un moment, il y en a peut-être marre, dont on est là, on dépense de l'argent sur le jeu, et c'est vrai qu'il y a un petit peu un côté impression qu'on nous manque un peu de respect. Je vois aussi le truc arriver en mode, oui, mais peut-être que dernier événement voulait dire dernier YCS. Il suffisait de l'écrire. Voilà. Au bout d'un moment, c'est pas non plus si compliqué que ça de juste écrire. Enfin, c'est 3 lettres, hein, frérot. Hein. Le dernier YCS event. C'était pas si compliqué, parce qu'à ce moment-là, par contre, il n'y avait rien à dire. Donc voilà, mais bon, cette banlist est enfin arrivée, donc qu'est-ce qu'on en pense de la banlist, hein, je vais pas vous faire un react machin, je l'ai découvert un peu après qu'elle a été annoncée suite à un réveil tardif, mais on va pouvoir en parler maintenant de manière un petit peu plus à froid, parce que je pense que la plupart des gens ont réagi très à chaud suite à cette banlist. Donc, on a beaucoup de cartes qui ont été touchées, on a eu la grosse surprise de la banlist, bien sûr, ça a été Lacrima, évidemment, moi quand j'ai vu ça, j'ai fait what the fuck frérot, qu'est-ce qui se passe quel est le fuck? Et en même temps, le premier truc que j'ai vu à côté de Lacrima, c'est que j'ai vu que 4 cartes bannies. Et ça m'a un petit peu rendu fou immédiatement. C'est-à-dire que très peu de problèmes ont été réglés d'une certaine manière, et j'étais très inquiet. Je me suis dit, putain, ils ont sûrement fait des hits de consistance, et ils ont pas voulu toucher les trucs. Bon, le fait de toucher Lacrima, moi je trouve que c'est par contre la meilleure hit de la banlist. Je m'explique, parce que c'est une ban qui n'a pas été attendue du tout. Évidemment, Capo et Béatrice étaient très attendus. Techniquement, c'est bien Béatrice et Calamity, etc. C'est ces cartes-là qui sont les MVP, dans le sens où c'est des cartes qui étaient extrêmement fortes et problématiques, et c'est cool qu'elles dégagent. Mais je considère quand même que Lacrima est le vrai MVP, dans le sens où ça donne déjà un message où on va arrêter de dire « Bah non, on peut pas bannir la carte, elle vient de sortir. » Bam, 42 jours d'existence, frérot. Et j'ai jamais vu un précoce aussi violent de ma vie. C'est une singerie. Donc voilà, la perte de Lacrima, c'est
c'est une très bonne chose. Jamais une carte a été bannie aussi rapidement de toute l'histoire du jeu. C'est une commune, donc on reste quand même là-dessus. 46, bon 42, 46. Ah, c'est peut-être 46 en prenant en compte le 2 septembre. Je sais pas, bon bref. On est quand même sur les jours les plus rapides. 4 jours n'y changeront rien. Et pour moi, c'était une carte qui effectivement était problématique. Et en fait, c'est pour ça que cette banlist était aussi compliquée à prévoir d'une certaine manière. Parce qu'en fait, on se disait, mais putain, comment est-ce que tu bannes ça sachant que ils vont pas toucher les cartes récentes. Et bah, spoiler, ils ont touché une carte récente et ils ont pas touché Moon. Ce qui, je trouve, est plutôt le bon choix. Voilà. Lacrima, c'est une carte qui est complètement dégénérative. Ils auraient pu toucher Moon, mais en fait, Moon ne changeait pas le fait que Lacrima restait une carte de fou pour tout deck qui pouvait vraiment amuser des Lightfiend. Là, ici, en touchant Lacrima et en touchant Béatrice, tu t'assures, et même en touchant Apollousa d'ailleurs, tu t'assures à ce que toute personne qui joue Fiendsmith n'ait plus une récursion infinie avec un Lacrima. Du coup tu fais que t'aies une synergie très profonde ou pas avec Fiendsmith. Maintenant Lacrima c'est pas du tout une carte qui te permet automatiquement de faire des dingueries. Ça veut pas dire que tu peux pas faire d'autres trucs, etc. avec Fiendsmith, etc. L'engine n'est pas du tout morte, mais tu perds la meilleure carte de Fiendsmith à mon sens. Clairement on est bien. La Lacrima ban, moi ça touche mon deck, qui n'est pas un deck méta, je le rappelle, mais je suis quand même content de ce hit. Je trouve que ça montre que Konami est prêt à faire les choix nécessaires. Et effectivement, on peut se dire, ah, c'est une commune, machin, c'est pour ça qu'elle a été ban. Moi, je me demande si justement elle n'a pas déjà été donnée en tant que commune de manière logique, parce que ils allaient la ban. Parce qu'on le rappelle, du coup, l'engine Fiendsmith n'est pas morte. Imagine si ça c'était une secret et qu'elle coûtait 40 balles et qu'elle était touchée, vous auriez tous pété un câble. Donc le fait que ce soit une carte qui finalement a peut-être été pré-shot dès le début pour la mettre en commune, c'était peut-être pas une si mauvaise chose. Et ouais, je pense aussi que c'est un choix de sécurité. Et je pense que c'est un choix vraiment intelligent d'avoir touché Lacrima. Pour le futur du jeu, pour le présent du jeu, je pense que c'est une très bonne carte à toucher. Et c'est une manière de toucher aussi tous les decks qui peuvent profiter de l'engine Fiendsmith, mais de manière vraiment extrême. Par exemple le deck que je joue, vous le savez. Donc du coup moi c'est une hit qui m'a touché. C'est une hit qui va toucher évidemment les decks méta, mais ça va aussi toucher tous les decks qui pouvaient un peu trop profiter du truc. Ça tue personne, et c'est très bien. Donc je pense que c'est une bonne chose, et surtout aussi on perd une grosse win condition au time qui était en vrai complètement débile. Donc en vrai, voilà, on est très très content. Du côté d'Apollousa, c'était pas une surprise, même si moi de mon côté, j'avais voulu lancer un petit pari en mode, allez, tu sais quoi, j'ai envie de croire qu'elle sera pas touchée. Parce que Konami, mais non, ça va, ils l'ont touché, donc je suis quand même assez content. Là aussi, ça affaiblit énormément beaucoup de decks, et c'est une bonne chose, c'est une très bonne direction. Ils ont touché Calamity, là aussi, je considère que c'est une très bonne chose. En fait, je vais être très, très honnête sur toutes les cartes bannies, y a rien à reprocher, genre, c'est nickel, genre vraiment, c'est parfait. Il en manque, mais ça reste parfait. Sur les cartes qui ont été touchées sont les bonnes. Voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut se dire, parce qu'on a déjà connu un monde où des fois les cartes touchées en mode, qu'est-ce que tu fais là, frérot? Pourquoi tu es un dommage collatéral? Clairement, on sent qu'il y a une volonté de la part de Konami de ne pas vouloir tuer les decks, mais de vouloir réguler le format au maximum. Et en vrai, ça plaira à certains et ça plaira pas à d'autres. Écoutez, je vous laisserai voir de quel camp vous êtes, bien sûr. Du côté par contre des cartes limitées, là il y a un peu du monde, et vous le savez, il y a aussi des cartes qui reviennent. On va penser à Eva qui est catastrophique comme retour. Actuellement, je commence à avoir de plus en plus peur des cartes qui reviennent et pas des cartes qui doivent partir. Je vous le dis très sincèrement, on s'est tapé un Protoss, on s'est tapé un Colossus. D'ailleurs Colossus, sa situation s'est améliorée, fils de pute. Donc je t'avoue que le Eva... Le Eva ça me dérange, c'est une carte qui limite énormément les designs de futurs decks, c'est une carte qui permet de faire n'importe quoi, enfin vraiment la carte est problématique. Donc ça me fait chier qu'elle revienne, et évidemment il va y avoir le classique, elle va rien faire dans le format, et les gens vont dire ah mais t'as vu, regarde, elle fait rien dans le format, ça ne veut rien dire. Moi je m'en bats les couilles qu'une carte soit problématique ou non dans le format actuel au moment où elle se fasse déban, ça ne change pas le fait que les cartes peuvent être problématiques. Voilà, donc pour moi c'est n'importe quoi, c'est comme si demain on refait revenir Bloc Dragon, non, enfin non, on fait pas revenir Bloc Dragon frérot, ça n'a aucun sens, et même si ça fait pas revenir Adamantipator demain, c'est quand même pas une carte qu'il faut toucher, genre, enfin qu'il faut détoucher, vous m'avez compris. Donc non, je suis clairement pas fan de Eva, pour moi c'est une carte qui n'a rien à foutre là, et il y avait plein d'autres names à dégager, et de toute façon on va le voir, on est encore sur une banlist qui fait revenir un petit peu trop de cartes à mon goût, alors que ce qu'on demande c'est surtout toucher des cartes, et en fait ce qui me dérange, c'est qu'on dirait que eux ils ont un stock limité de cartes qu'ils peuvent mettre quelque part dans la banlist, comme si il y avait une limite au nombre de cartes évidemment qu'on pouvait mettre.
Et ça me casse les couilles parce que du coup, en fait, ils remplissent un petit peu ces slots avec des cartes qui nous font revenir sur le jeu, et en plus c'est des cartes qui créent d'autres problèmes. Donc ça n'a juste pas de sens. Du côté de Snake Eye, du coup, les deux seuls hits qu'ils vont avoir, enfin les deux seuls, c'est faux. Les deux hits vraiment de l'archétype qu'ils vont avoir, ça va être Ash et Poplar. Ash, c'était assez attendu, limité à 1. Poplar, c'était un petit peu la surprise, mais au final, s'ils veulent pas tuer le deck, mais qui veulent quand même l'affaiblir, je trouve que c'est plutôt un bon hit à ce niveau-là. C'est intéressant parce que du coup, ça transforme la carte en brique. Et on dirait pas comme ça, une H à 1 et un Poplar à 1, et évidemment que Snake Eye est toujours très jouable, il y a pas de souci. Mais ça pourrait donner envie aux joueurs de se dire, bah putain, le deck est un petit peu moins stable à ce niveau-là. En tout cas, t'as un petit peu plus de fausseuse dans ton propre deck. C'est-à-dire piocher Poplar en mode départ, bah bonne chance frérot, mais c'est pas ouf. Et bah le H en 1, bah évidemment t'as les Bonfire et tout ça qui sont à prendre en compte. Ça veut pas dire que Snake Eye ne reste pas un des meilleurs decks du format, mais ça ne veut pas dire que Snake Eye s'en bat les couilles. Je pense que vous sous-estimez à quel point des fois le fait de toucher la stabilité, ça peut juste motiver les joueurs à arrêter de jouer un deck. Et je le pense très sincèrement. Ça veut pas dire, encore une fois, que le deck est nul, j'ai pas dit ça. Mais en vrai, je vous le dis très sincèrement, je suis largement plus fan de cette politique de ban à base de on tue pas le deck. Je pense que c'est quand même trop léger, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais j'aime bien l'idée de se dire, viens, on tue pas Flamberge et on essaie de voir ce que peut faire le deck encore, et puis on voit. Bah c'est ça, Fitz, exactement. Quand tu vas ouvrir Poplar et H en même temps, ça va être horrible. Et peut-être qu'il y a un monde où les joueurs vont se mettre à lâcher le deck, parce qu'ils vont se dire, mais putain, en fait, il y a trop de setup. Bon, en fait, on a genre que 3 ou 2 cartes en main, parce qu'en fait, on a 4 cartes qui sont pareilles. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Avec un Bonfire, plus le Poplar, plus le H, plus... Enfin, vous voyez où je veux en venir ou pas? Donc, il y a un monde où les gens vont quand même se dire... Je sais pas, et on en a vu quand même des decks Snake Eye qui perdaient déjà à l'époque, parce qu'ils avaient des mains un peu bizarres. Donc je trouve que c'est intéressant, même si je suis pas fan des hits de consistance, je trouve que c'est intéressant de vouloir tenter ça avec Snake Eye très spécifiquement, parce que de toute façon ils ont perdu du headboard en fait, ça a touché du Finsmith, ça a touché Apollousa, ça a touché Béatrice, donc pourquoi pas. Ils se disent, viens, on essaye de pas spécifiquement tuer le deck. En fait, ils ont tué un petit peu plus les headboards généraux des decks, mais pas forcément celui de Snake Eye. Donc on va voir un petit peu où ça va, et je trouve que ça peut être intéressant. Et ça tue pas le deck. Maintenant, est-ce que c'était forcément nécessaire de tuer le deck? Je sais pas. Là-dessus, moi je pense qu'il y avait quand même, parce que je vous l'avais dit, hein, je pense qu'un petit Flamberge ou un petit OSS, ça pouvait finir dans la banne. C'est pas le choix qu'ils ont pris. Mais en fait, je suis pas énervé. Je sais pas. Après, très personnellement, j'ai pas de problème avec Snake Eye. Le deck, j'aime bien l'affronter, j'aime bien le jouer. Je déteste juste le miroir Snake Eye. Mais à part ça, je suis ok. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je suis en mode bon. Fine. Je pense que sur Snake Eye, ça se plaint un peu trop vite et ça n'a pas encore assez testé le format. Je pense que c'est un peu trop simple de considérer que la banlist n'a rien changé. Il y a des modifications. Et je pense qu'effectivement, il y a déjà des gens qui commencent à avoir la réflexion de est-ce qu'un Snake Eye Fire King, c'est pas déjà plus intéressant parce que, etc., etc. En tout cas, maintenant, il y a d'autres, peut-être, embranchements qui vont être possibles, et peut-être le retour, du coup, de Snake Eye Fire King qui avait un petit peu disparu des radars. Je pense que c'est intéressant, donc à voir où est-ce que ça ira à l'avenir. Faut pas oublier qu'il y a quand même des nouvelles sorties, des nouveaux decks, etc. Donc, c'est plutôt cool. Ensuite, on a les deux numéros 40 et C40 qui ont été limités. C'est tout ce que j'ai envie de dire. On passe à la suite. Branded Fusion, qui est limité à 1. Alors, évidemment, on peut revenir sur le fait que Sanctifier s'est pas fait ban, ça a pas touché la Puppet Lock, machin, bidule, machin. Maintenant, je vais pas me mentir que moi, ça fait un petit moment que je vous dis que Branded Fusion, j'aimerais que la carte soit limitée, et je pense que c'est un très bon choix. Je pense que Branded est largement capable de faire quelque chose avec Branded Fusion à 1. Branded Fusion est quand même une carte de fou furieux. Donc, y a pas de problème. Je pense que ça reste une bonne ban. Je pense que c'est une carte qui... Enfin, bonne ban. Ça reste une bonne limitation. Je pense que c'est une carte qui mérite complètement sa limitation. C'est très bien. Non, la ban de Branded Fusion, abusez pas non plus. En fait, c'est une carte qui est tutorisable et qui lance complètement tout le deck. Donc, moi, je considère que, ouais, c'est plus intéressant que la carte soit à 1. Maintenant, je suis pas contre plus tard, le plus vite possible, s'il vous plaît, de dégager la Puppet Lock parce qu'on n'en peut plus. Mais juste un Sanctifier banni, ce serait parfait. Parce qu'en fait, le deck est toujours très très bon. Hein.
Il y a juste pas de problème. Et effectivement, bah, pour tous ceux qui ont Branded Fusion en Ultimate à un seul exemplaire, bah au moins vous pourrez en profiter correctement. Donc ouais, évidemment qu'avec Sanctifier Ban, ça aurait été mieux. Mais je pense qu'encore une fois, on a ce problème du garde-fou. Ils se sont dit, on tue pas Snake Eye, donc vu qu'on tue pas Snake Eye, bah on va pas tuer la gimmick Puppet Lock pour que Branded puisse continuer à jouer. Mais Snake Eye a été freiné, donc on va freiner un petit peu Branded. Je pense que vraiment, ils ont vraiment cette politique du garde-fou qui est problématique. Je pense que c'est aussi la raison pour laquelle Shifter ne se fait jamais toucher. Même si putain, à un moment faut que j'en parle, excusez-moi, mais Shifter c'est Xavier Dupont de Ligonnès ou quoi, frérot, il est jamais dans la bad list, on le trouve jamais, c'est un enfer. Alors franchement j'en peux plus, mais bon c'est un autre sujet, excusez-moi. Bref, à part ça, on a le opening Spirit Gate. Qui touche du coup légèrement Yubel, qui est limité. Bon, c'est vraiment ça, c'est vraiment un P dans l'eau, mais en même temps, je me souviens que quand on avait fait la banlist prédiction, on savait pas trop où aller avec cette carte. Enfin, pas avec cette carte, mais juste avec Yubel. Et il me semble qu'on s'était dit, il y a peut-être un monde où c'est cette carte qui se fait toucher. On hésitait entre ça et Bête. Mais c'est vrai que ça paraît un peu léger. Maintenant, je pense qu'ils ont juste envie que Yubel existe dans le format. Hein. Je veux dire, à un moment donné, faut pas trop voir ailleurs à ce niveau-là. Sachant que Finn Smith, de toute façon, c'est un petit peu affaibli, ça permet à Yubel d'être de toute manière un tout petit peu plus... Enfin, ça va continuer à faire les bords de César et tout ça. C'est pas... Honnêtement, celle-là, c'est vraiment la carte où tu te dis, bon, ils auraient pu ban mieux. Et moi, comme je vous l'ai dit sur la ban, j'aurais vraiment préféré de toute façon voir un César à côté de Béatrice pour que vraiment l'engine Finn Smith puisse être plus intéressante sur justement un deck. Après, ils ont touché la Krima, donc voilà, je comprends qu'il y avait une volonté peut-être de pas tuer complètement Finn Smith et c'est pour ça qu'ils ont voulu garder César. Mais peut-être qu'à terme, César, ça pourrait être une carte intéressante à dégager de toute façon. Ensuite, Prospérité à 1, j'ai jamais été aussi heureux de ma vie. C'est une carte qui méritait totalement la limitation et de mon point de vue, c'est une carte qui mérite absolument la ban. Alors on voit tous les gens qui jouent des rogues et j'en fais partie et pourtant je ne vous suis pas là-dessus. En mode non mais la carte elle est bien. Non, elle est pas bien, c'est une immondice en termes d'équilibrage. La carte n'a aucun sens, elle est plus forte que pot de cupidité. On n'en peut plus, cette carte n'a pas de sens. Donc non, je suis très content que cette carte soit touchée, limitée à 1 et j'espère qu'à l'avenir elle se fera bannir. C'est vraiment une carte de mongol. Et pue sa mère, genre littéralement, un mec il a prospérité en main, il a largement plus de chances de gagner une game que quelqu'un qui l'a pas de base, de facto, c'est vraiment une carte... Bon, je pars en couille, mais vous m'avez compris. C'est juste une carte de merde, donc je suis très content qu'elle ait été touchée, on est quand même... En vrai, sur la banlist prédiction, on est plutôt bien. Donc voilà, on avait prévu qu'elle serait touchée à 1, ça me semblait pas déconnant. Et non, vraiment, pot de prospect, c'est vraiment une carte de mongol. Et en fait, dites-vous, j'attends juste le jour où cette carte passe à 0 en OCG, en TCG. Et à partir de là, et ben en fait, on peut se retrouver justement avec des designs de support qui vont devenir plus intéressants pour vos decks rogues. Et c'est ça que vous voulez pas comprendre. Et vous dites, ah oui, mais c'est chiant. Prospect à 1, ça rend mon rogue moins bon. Mais non, ce que tu demandes, c'est on banne prospect. Et tu demandes du bon support pour ton rogue, et là d'un coup il sera meilleur. Pourquoi? Parce qu'ils auront plus à prendre en compte prospect pour que ça devienne pas la foire à la saucisse, et c'est bon, on peut faire des bons decks. Voilà, le problème de prospect, c'est que prospect, ça limite le design de la création des cartes, et ça te force à créer des one-card combos à la con, parce qu'en fait, si on fait des cartes qui combotent trop entre elles d'une certaine manière, bah en fait, prospect, ça devient le zoo. Donc c'est une singerie. Donc j'espère sincèrement que prospect, bah là c'est un petit avertissement. C'est la petite tapote sur le cul, là, pour dire attention. Mais que ça parte très très vite. Et en vrai, le simple fait que ça soit 1, c'est déjà mieux. C'est pas encore le max, mais c'est clairement mieux que 3, donc je suis déjà très très content. Voilà. Prospect peut te faire gagner une game. Ah bah, c'est pas plus que peut te faire gagner une game. C'est à chaque fois que Prospect sort, moi je suis pas bien. Hein. C'est vraiment, c'est une carte, les gars. C'est un mulligan dans Yu-Gi-Oh! Ça n'a pas de sens. Enfin bref, voilà. Donc ça c'est pour Prospect. Le terrain de Tepai, on s'y attendait aussi. C'est mérité. C'est un terrain qui est totalement débile. Évidemment, moi je préférais que cette carte n'existe juste pas. Mais le fait que la carte soit limitée à 1, attention. Je trouve qu'elle est intéressante parce que c'est-à-dire que maintenant si on deal avec le terrain,
il n'y a pas de sauvetage possible. Je pense notamment par exemple à un petit numéro 38 qui va sucer la carte. Et bah si ça le fait, il n'y a pas de bah c'est pas grave, je la récupère. Non, tais-toi, genre c'est terminé. Donc c'est super intéressant de la mettre à 1. Ça va pas empêcher le deck d'être bon. Clairement, Fluvaros va arriver. On va avoir... Enfin franchement les gars, je vous le dis, hein, tu remplaces Summoning par deux Upstart Goblin et c'est la même. Hein. Bon, j'abuse, mais vous avez compris. On peut très bien avoir d'autres cartes qui peuvent faire les choses bien. Donc je reste content. Et je pense que c'est la bonne direction d'avoir touché le terrain plutôt que les autres monstres. Par contre pour la carte d'après les gars, j'ai envie d'exploser mon crâne, j'en peux plus. C'est vraiment l'enfer. Vraiment, voilà. Grâce, c'est une carte de con. C'est comme Eva, c'est vraiment le même genre de carte. Ça a rien à foutre sur le jeu, c'est de la variance de merde. Ça pue sa grand-mère, vraiment, c'est une carte que je veux pas voir sur le jeu. Pourtant les gars, vous savez que j'aime bien les decks qui meulent, hein. Mais cette carte-là, c'est de la merde. Donc, parce qu'en fait, c'est une fausseuse pour les deux joueurs. C'est une carte qui va jamais nous donner du gameplay intéressant. Donc à partir de là, ça vaut rien. Vraiment, c'est clairement nul. Ouais. La carte se résout, en général, t'as perdu. Donc c'est juste pas intéressant. Et je trouve ça complètement stupide. En fait, des fois, on dirait ils se rendent pas compte pourquoi ils ont banni une carte. Ils disent, ah, ça va être marrant de mettre ça. Non, ça va pas être marrant, connard. Genre, vraiment, c'est pas drôle. Vraiment, c'est juste pas drôle. Donc, si tu pourrais juste trouver un moyen de arrêter de mettre ces cartes-là, on dirait vraiment que les mecs sont bourrés. Et en fait, j'ai du mal, parce qu'en fait, les cartes qui limitent et qu'ils ont touché, je suis plutôt ok avec la majorité des cartes. Mais alors, celles qui reviennent à chaque fois, c'est toujours une catastrophe. Donc, vraiment, quel enfer. Et ensuite, Skill Drain à 1, c'était attendu, je vous l'avais dit, la carte passera à 1, comme toutes les Floodgates, ils ont zéro couille, ils sont pas prêts à bannir des Floodgates. C'est pas demain que ça arrivera, parce qu'évidemment, faut que tout le monde puisse jouer au jeu, même ceux qui ne savent pas lire des cartes. Voilà. Ensuite, on aura les cartes qui passent à 2, et donc du coup, on aura tous les Dragon Roller qui passent à 2, et surpris par Tidal, mais on avait pré-shot Blaster Redox et Tempest. Donc finalement on n'était pas si loin, on avait dit bon Tidal peut-être pas machin, mais au final c'est bon, ils y vont. Donc assez content de les revoir à 2, je pense qu'ils peuvent, à partir de là je pense qu'à la prochaine ils peuvent très bien repasser à 3, c'est pas un souci. Après Ib et Luna Light Tiger, j'ai pas d'avis particulier. J'avais très peur de Ib quand elle avait été déban, mais pour le coup, bon la carte a jamais rien fait de fou, je sais pas pourquoi ils l'ont pas repassé à 3 directement, je pense que c'est ok. Par contre, Colossus, à un moment donné, j'ai envie de mettre des pieds-bouches à Konami, j'en peux plus. J'en peux plus. La carte est catastrophique, elle offre aucun gameplay intéressant, mais c'est comme Protoss, hein, de toute façon. Qu'elle commence à prendre la direction de la libération de la prison, ça me fait chier. Et puis après, on a les cartes qui vont quitter la banlist, donc on va avoir Armageddon Knight, enfin, je vais y arriver. Et Time Seal, là-dessus, pas surpris. Denglong et Ancient Fairy, pas surpris. Plush Fire, bah normal, il a reçu son errata, pas surpris. Et Kirin, pas surpris non plus, même si je déteste cette carte. Je peux comprendre. Mais va peut-être falloir commencer à déban du coup Electromite, hein. Ce serait pas mauvais. Donc voilà pour la banlist. Bon, vous étiez au courant, mais au moins vous avez un petit peu mon avis sur la majorité des cartes. Overall, je pense que c'est une banlist ok. Je pense en revanche que il y a vraiment un drama un peu à la con qui se fait de la part des joueurs, et en vrai ça me fatigue. C'est-à-dire que je pense qu'il y a trop de gens qui sont dramatiques avec l'état du jeu dans sa globalité, en mode... oui, c'est terrible, on n'en peut plus, machin. Je pense que la banlist, elle fait bien ce qu'il faut, c'est-à-dire elle garde des decks qui sont bons, mais elle les a affaiblis. Il y a juste Yumel, par contre, qui est quand même le deck à surveiller, et ça m'étonnerait pas, d'ailleurs, que Yumel puisse devenir le meilleur deck de la méta, en tout cas, avant Rota. Et c'est ça aussi qui est un peu compliqué, c'est que la banlist, elle sort avant Rota. Donc il y a ce truc où t'as les nouvelles cartes de Rota qui vont sortir, qui vont reshift les choses. Et en fait, faut se demander si, est-ce qu'avec la ban et avec les cartes qui ont été touchées, est-ce que ça va pas justement... Enfin, il n'y a pas une corrélation aussi avec la nouvelle sortie. Et donc qui fait que, bah, peut-être qu'effectivement un Snake Eye Azamina va exister parce qu'on sait que ça fonctionne. Mais peut-être qu'il y a aussi d'autres decks qui pourront se défendre contre ça, etc. etc. Après voilà, si on voulait faire une petite comparaison, ça c'était la banlist prédiction que j'avais sur les cartes qui je pensais allaient toucher. En vrai ça va, je me suis pas... Ils ont juste été un petit peu plus timides sur les cartes qui devaient partir. Mais en vrai ça va. Unpopular opinion, on essaie de faire un take un peu bizarre, on a retiré à peau. Mais voilà. Et on avait dit que... Bah, après franchement sur les limités on est plutôt bien, parce qu'on a touché quand même 4 cartes. Et ouais, Storm qui revient pas, ni Miao Miaou. Et sur les Dragon Roller on était bon, on avait juste peur de Tidal.
Gamma est pas revenu, il reste à 1. Bon, voilà. Mais parce que, je vous rappelle, l'argument c'était, vu que Shifter ne sera pas ban, parce que je le savais qu'il allait pas se faire toucher, c'était évident, et Gamma reviendra. Peut-être, on espère, pour pouvoir un peu lutter, peut-être essayer. Bref, on n'a pas fini avec la banlist, parce qu'on a aussi la banlist des Worlds qui a été annoncée. Les championnats du monde qui auront lieu ce week-end, du coup, le 7 et le 8 septembre. Et bon, je fais la petite promo, les gars, mais on va le caster. Hein, bien sûr, on sera présent ce samedi. Ça aura lieu de 17h à 5h du matin, si je dis pas de bêtises. Et le deuxième jour, donc le dimanche, ce sera de normalement 18h jusqu'à 9-10h du matin. Dans ces eaux-là, à peu près. Sauf s'il y a des petits soucis techniques. Mais en tout cas, n'hésitez pas à faire un petit tour sur la chaîne. Hein, voilà. Pour observer ça. Moi, je vais caster en priorité le TCG, puis Master Duel, puis le Rush Duel, puis Duel Links. Voilà. Si vraiment on n'a pas le choix, on est sur Duel Links. Sinon on sera sur le Rush et ce sera très cool. Sinon on sera sur Master Duel et ce sera exceptionnel. Et sinon ce sera sur le TCG de base, enfin TCG OCG vous connaissez. Et ça va quand même être très très cool parce que du coup on a la banlist qui sera là. Ce sera à Seattle du coup. Mais ouais, en tout cas j'ai très très hâte de commenter ces Worlds à vos côtés. Ça va être trop cool. On va vraiment bien se marrer. Ça va être un très très bon moment. Et puis bah quoi qu'il arrive, que le meilleur gagne bien sûr. Et ça va être top. Ça va franchement être top. Du côté de... Voilà, du côté de Master Duel aussi, on a quand même des trucs assez stylés. On va avoir Joshua qui va devoir défendre son titre, Joshua Schmidt. On va avoir Jesse Cotton qui est là pour la revanche. Et surtout, on va avoir Christian Ureda aussi qui va être là, un des plus gros joueurs de l'histoire de Yu-Gi-Oh! Aussi. Qui fait partie qui fera partie du petit florilège, donc franchement du côté de Master Duel ça va jouer sale. Il y a aussi Tasuku Suraimu qui sera de retour. On rappelle hein, le ref qui était juste trop fort, enfin c'est juste un des meilleurs joueurs de l'OCG. Donc franchement j'ai très très hâte. Après on a un gros turnover du côté des joueurs en général, du côté du TCG. Du côté français on aura Baptiste Desrois qui sera le seul joueur français à représenter le drapeau bien sûr tricolore. Et ça va être top. Donc non franchement voilà très hype par les Worlds et j'espère que vous serez présents au rendez-vous, ça va être un moment de fou. Franchement on va kiffer, ça va être très très cool. Je suis très content de pouvoir vous cast ça, ça va être très 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 difficile parce que je serai certainement de nuit blanche lors du premier jour. Donc donnez-moi de la force. Parce que ouais je vais me réveiller à peu près à 9h du matin le samedi parce que j'ai un truc à faire. Donc je vais vous lancer le stream à 17h, ça va être légendaire. Et je vais m'arrêter à 5-6h du matin, je vais avoir les yeux qui fusent. Donc voilà. Ça peut être intéressant et ça va être un format qui va être super cool. Franchement, je vais pas vous lâcher qui va gagner et tout, on verra ça le jour J. Mais je vais kiffer Master Duel aussi, parce que franchement, les castes Master Duel sont trop agréables à jouer au niveau mondial et tout, quand les mecs sont au top, c'est trop bien. Donc non, vraiment, je vais kiffer. J'ai envie de voir du Rush Duel aussi, ça va être top. Comme ça, je peux voir du Rush sans dépenser ma daronne en termes d'argent, ça va être super. Sur le jeu, et c'est très très bien. Donc non, la régalade. Franchement, la régalade. Et ça me fait plaisir. Et c'est un petit peu fini pour les infos qui font plaisir parce que on va avoir Crossover Breakers qui va arriver incessamment sous peu, hein, d'ici la fin de l'année si je dis pas de bêtises. Et on a eu des petites annonces sur le set et effectivement je disais pas des bêtises vu que ça arrivera le 5 décembre. Donc ça sera un petit peu le cadeau de Noël ou peut-être le cadeau empoisonné parce qu'on a eu des petites informations au niveau du set. Et bon, si j'ai bien compris, je trouve qu'elles sont pas du tout positives. On va tout simplement avoir un booster avec 60 cartes comme d'habitude. On va avoir les trois archétypes qui s'appelaient avant Raizeol, Malice et Apodrakos et qui ont leur nom officiel TCG aujourd'hui, qui sont Raizeol, Malice écrit comme je pourrais écrire des titres de strip de temps en temps, et Ryuge du coup. Donc ils ont gardé le Ryuge qui est le nom japonais de l'archétype. Donc voilà, mais par contre la formation qui elle est importante, c'est le fait qu'on va avoir du coup 10 ultra rares, 10 super rares et 40 rares. Et la petite information supplémentaire, c'est que la moitié de ces rares seront aussi disponibles en super rares. Et c'est une info qui pue la merde, très sincèrement, je trouve. Parce que si je comprends bien ce que je suis censé comprendre, c'est qu'en fait on a 40 cartes qui sont des rares, et parmi ces 40, t'en as 20 qui existent en super, ce qui veut dire qu'il y a 30 super rares dans le set, et j'ai pas l'impression qu'elle remplace... tu sais, c'est pas genre la rare, elle devient une super rare dans le booster, hein. J'ai l'impression que t'as toujours une foil par booster. Et si c'est le cas, c'est encore plus une arnaque que ce qu'étaient ces sets-là.
Voilà, peut-être que j'ai mal compris, et peut-être qu'on va me donner tort, et en vrai j'espère avoir tort, mais s'il n'y a pas d'upgrade dans les boosters, sans prendre en compte la foil du booster, les gars, achetez pas ces boosters, hein. Ça va être terrible, hein. Je vous donne un exemple. Si par exemple, certaines... voilà, imaginons Malice, t'as 3 cartes ultra rares, 3 cartes super rares. Ok. C'est-à-dire que peut-être tu vas te manger une vieille rare de merde, t'as rien demandé, ça devient une super rare à la place de peut-être choper une super rare Malice. Là où avant, bah t'ouvrais un display, t'ouvrais un booster, t'avais une chance sur 10 que ta super rare, ce soit la super rare que tu voulais. Là, t'as une chance sur 30. C'est-à-dire tu peux même ouvrir une display et ne pas avoir la super rare que tu voulais, peut-être, tu vois, enfin... Ça pouvait être le cas aussi avant, mais vous voyez où je veux en venir. Il y a une douille dans cette histoire. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que je pense que les gens comprennent pas le souci, parce qu'ils disent, ben... Il n'y a pas de négatif, le fait d'avoir des cartes dans différentes raretés, ça se rapproche de l'OCG. Mais non, c'est l'inverse, parce que l'OCG, ça transforme les cartes rares en cartes pas rares. Et là, nous, on a l'inverse, on a des cartes qui sont pas rares, qui deviennent des cartes plus rares. On se fait baiser. Enfin, sauf si je me trompe, hein, mais c'est comme ça que j'ai compris le truc. Hein. Encore une fois, je vous le dis, si ça remplace pas la super que t'es censé, la super ou l'ultra que t'es censé avoir, c'est cool. Sinon, c'est une arnaque. Bon, j'arrive pas quand même avec que des mauvaises nouvelles, parce qu'il y a quand même une nouvelle carte, Malice, qui a été annoncée. Donc je vais bien sûr vous la présenter. Il s'agit de Malice R, lieuse blanche, et très heureux que les titres ne soient pas en full majuscule comme avant, parce que j'en pouvais pas, c'était juste très très moche. Et du coup c'est la nouvelle lien 3, donc on avait dit hein, que la carte qui manquait c'était le lien 3 Malice, c'était sûr, et donc l'info est confirmée. 2 ou plus monstres, un monstre Malice inclus. Cette carte t'es invoquée spécialement, tu peux cibler max 3 cartes dans les cimetières et tu les bannis. Voilà, on y est, on est littéralement sur la carte qui peut bannir les cartes du cimetière. On avait un peu pré-shot le coup. Moi, je m'étais peut-être dit que c'était un effet pour des gates ou machin. Bon, bref. Bon, au final, on a compris l'idée. Ça pourra bannir du coup directement les trappes une fois qu'elles ont fait leur travail si t'es pas sous shifter. Durant ta main phase, tu peux poser un piège Malice depuis ton deck ou cimetière, donc c'est pas un effet à l'invocation. Ouais. Cette carte est bannie, tu peux payer 900 et tu la respectes, j'imagine. Et après, tu peux piocher une carte. Ah bah oui, bah toujours plus, madame. Félicitations. C'est pas du tout une mauvaise carte, mais je pense qu'elle est un petit peu plus faible que l'autre. Parce que c'est moins une interruption, c'est plus une carte qui va justement créer ton board. C'est une bonne carte, hein. Attention qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Mais je pense que si t'as versé son effet quand il a invoqué spé et son effet durant la main phase, ça aurait été légèrement mieux. Parce que c'est vrai que là, le fait d'aller poser un piège Malice, si elle se fait gérer, elle aura pas le temps de le faire. Quand même une carte qui est un petit peu faible sur les interactions, en tout cas. Mais clairement, c'est une carte qui va quand même rester intéressante, je pense. Et ensuite, il va nous rester 2 cartes. Et oui, c'est tout, que 2 cartes qui nous attendent. 2 petites cartes, alors on en a une, c'est une exclue TCG bien sûr, pourquoi? Parce que ce sera la carte promo du prochain set de Rota, du coup, qui sera disponible lorsqu'on fera notre petite avant-première et qu'on la gagnera. Charme Mimighoul, et ça annonce du coup que c'est aussi, une secret rare de base. Je vais être honnête, j'ai déjà lu la carte parce que c'est moi qui ai fait la traduction en française, parce que la traduction française n'existait pas. Donc je suis allé moi-même traduire la carte. Donc forcément, vu que j'ai écrit les faits, je sais exactement ce qu'elle fait, je vais quand même vous la lire. C'est une magie continue, qui est d'ailleurs désastreuse, mais on va en reparler. Une fois par chaîne, durant la main phase, si un monstre Mimighoul contrôlé par votre adversaire est retourné face recto, vous pouvez prendre une carte vous pouvez prendre au hasard une carte face verso dans l'extra deck de votre adversaire. Si c'est un monstre qui peut être invoqué spécialement, invoquez-le spécialement sur votre terrain, mais il ne peut pas activer ses effets ce tour. Si ce n'en est pas un, ou qui ne peut pas être invoqué spécialement, bannissez cette carte. Vous ne pouvez utiliser cet effet de charme Mimighoul que max 2 fois par tour. C'est une carte catastrophique, cataclysmique, qui n'a rien à voir avec l'archétype Mimighoul. Et d'un autre côté, est-ce que ça nous surprend? Mais je crois pas, on a l'habitude de la seconde vague des exclus TCG qui puent la merde. Donc voilà, pue sa merde, vraiment. J'ai le démon, j'aime beaucoup Mimighoul, je trouve que c'est un deck super intéressant. Je pense pas qu'il y avait vraiment besoin d'une carte magie continue qui aide encore moins ton plan de jeu d'origine. Ce sera certainement une des pires secrets du set, sans aucun doute. Alors attention, parce qu'on peut toujours avoir pire. Mais je suis très déçu de la carte. Je la trouve vraiment nulle. Et surtout, elle a rien à voir avec le deck, en fait. Donc c'est vraiment ultra décevant.
Et je suis un peu triste pour Mimigoul qui méritait clairement mieux. Donc là, il lui reste 6 cartes. On espère que les 6 autres cartes vont être vraiment bonnes. Et on va finir avec une dernière carte. Et je suis un peu triste de vous l'annoncer, mais on va pas lire grand chose. C'est une promo V-Jump comme d'habitude. C'est Kunzit Dragoliti. Et c'est pas un monstre qui a un effet actuellement, donc c'est juste un petit teaser de la carte. C'est un monstre de niveau 8, si je dis pas de bêtises. Terre, avec une attaque défense inconnue, mais aussi un type inconnu. Alors, en vrai, il y a un monde où c'est un dragon, hein, c'est tout à fait possible. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il me fait beaucoup penser à la carte Pitié. Je sais pas si vous vous souvenez, et Pitié, c'était un petit démon lumière qui était dans une espèce de gourde. Ou bon, ça n'a rien à voir parce que, enfin, ça n'a rien à voir. Je sais pas parce que du coup, ça a l'air de faire du support parce que il y a une petite phrase qui me dit cette carte soutient les monstres normaux. Elle marche extrêmement bien avec le dragon blanc aux yeux bleus. Donc, écoutez, on verra bien ce qui se passe. Vous voyez que la carte pourrait très bien être une illusion. Mais moi, ça me fait beaucoup penser du coup au Lightfeed, qui est un monstre normal, et qui peut-être on aura une petite connexion avec ça. Mais alors, pourquoi ça marcherait avec Dragon Blanc aux yeux bleus? Je ne sais pas. À voir, donc peut-être la carte marchera avec Primordial. J'ai oublié comment ça s'appelle le deck, mais vous avez compris avec les monstres normaux. On verra. On verra. En vrai, je suis un peu excité, mais bon, elle sortira le 21 septembre, donc je pense qu'on aura la news d'ici une semaine ou deux. Donc on a encore un petit peu le temps avant de voir la carte. Mais en tout cas, j'ai hâte. Je suis un peu hype de découvrir cette carte et j'espère que vous aussi. Et c'est la carte qui va clôturer les news de l'autre côté.